Alors, on accueille aujourd'hui en intervenant de cette conférence déjeuner Grégor Osbolt, qui est notre coach à la ruche, en tout cas coach sur le programme qu'on appelle Boostart, qui est un programme qui est justement dans l'accompagnement des chefs de projet pour faire héberger les projets, prendre la posture du chef de projet avec tous les outils de l'intrapreneuriat. Et Grégor va nous l'expliquer aujourd'hui, quelle est la différence entre un intrapreneur, un entrepreneur, et quelles sont finalement les bonnes méthodes, les outils qu'un chef de projet peut mobiliser des outils de l'entrepreneuriat habituellement, avec aussi quelque chose qui tient très à cœur à la ruche et à Grégor aussi dans ce modèle-là, le côté développement personnel. Donc, on a de l'écouter parler, Grégor, qui était déjà intervenu lors d'une conférence déjeuner inspirante à la ruche sur un sujet encore plus décollant, si on peut dire, puisqu'il a une expérience sur un projet personnel de traversée de la Manche à la nage en mode classique, et donc un simple maillot de bain. Donc voilà, quelqu'un qui a de quoi nous inspirer et nous amener à aller toujours plus loin. Je lui laisse la parole et n'hésitez pas du coup dans le principe de Zoom, hein, vous pouvez lever la main, intervenir dans les conversations avec le petit outil en bas et puis converser si vous voulez poser des questions auxquelles Grégor pourrait répondre au cours de son intervention, lui laisser le petit commentaire derrière avec le chat. Voilà, si vous avez le moindre souci, faites signe, on est comme à la maison, entre guillemets, même si c'est à distance. Bonne conférence à tous. Merci, merci Noémie. J'espère que vous m'entendez bien, Noémie, c'est bon pour ceux qui ont mis leur, euh, leur caméra, faites juste un petit signe de tête. Merci, génial. Merci Sophie, merci Pascal. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique vraiment hyper importante à mes yeux, qui est vraiment le chef de projet au sein de structures, notamment de structures industrielles, mais surtout, encore plus loin, d'intrapreneuriat. Qu'est-ce que l'intrapreneuriat? Quels sont les ponts qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat? Voici les questions sur lesquelles on va s'atteler. Moi, j'aimerais juste que, en fait, ça ne soit pas que du descendant. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure auxquelles je suis en mesure de répondre, ça sera avec un grand plaisir de pouvoir vous éclairer. Aujourd'hui, cette conférence va émaner de deux choses. Va émaner premièrement de moi étant donné de par mon savoir entrepreneurial, non loin sans dire que j'ai une maîtrise totale en entrepreneuriat, mais j'ai eu l'opportunité et l'occasion de créer 3 entreprises dans des domaines divers et variés qui va autant de l'adaptation des logements pour les seniors en situation de dépendance que sur des thématiques liées à la data et la big data des véhicules de société et tout ce traitement-là, mais sur une partie vraiment business développement, ou sinon une thématique qui est la dynamisation des centres-villes avec une coloration beaucoup plus politique. En fait, ce que j'aime à proprement parler, c'est concrètement, c'est de pouvoir partir d'une feuille blanche et d'aller développer et aider des personnes, mon client ou mon utilisateur final, à pouvoir répondre à son problème. Ça, c'est vraiment l'une des sujets. Et le deuxième sujet, ça émane du programme Boostart que Noémie vient d'exprimer, dont on pourra parler beaucoup plus en profondeur, où là, on a accompagné aujourd'hui plus d'une vingtaine de chefs de projet, mais aussi d'intrapreneurs. Vous allez voir que je vais faire quelques passages de temps en temps. Mais là, on a accompagné sur 4 sessions complètes où on commence vraiment à avoir des retours et des feedbacks avec la partie Boostart. Donc là, aujourd'hui, on va aller vraiment pousser et voir quels sont les leviers. Et je dis bien, il n'y a aucun dogme dans ce que je vais exprimer. C'est vraiment quels sont les différents leviers qui les ont permis d'avoir les résultats qui étaient, selon eux, les résultats qu'ils visaient, mais aussi les résultats de l'entreprise, et donc de pouvoir mécaniquement faire grandir tout le monde dans l'histoire. Donc voilà, pour pouvoir un peu vous situer, je vais proposer en fait qui je suis. Je viens de vous l'exprimer. Moi, ce que j'aime concrètement, c'est aider des personnes à trouver leur place. C'est mon kiff. J'aime ça depuis que je suis tout petit, depuis que je suis entrepreneur. Je pose des questions. À l'âge de 6 ans, je posais des questions à ma mère de savoir pourquoi, comme tout enfant de mon âge. Mais le problème, c'est qu'à 33 ans, je continue à savoir et à poser des questions, à savoir pourquoi on fait les choses.
ce qui m'a emmené petit à petit à aider des entrepreneurs et à aider des intrapreneurs à trouver quelle était concrètement et fondamentalement leur place, en les aidant à grandir. Et en fait, par des méthodologies de coaching dans lesquelles je me suis formé, par des stratégies d'entrepreneuriat, en fait, comment on va les aider à grandir en même temps que leur projet. Donc, voilà pour pouvoir vraiment contextualiser tout ça. Sciemment, j'ai pris les premiers chiffres qui étaient vraiment hyper simples, qui sont très axés, parce qu'on a tendance beaucoup en ce moment avec les entreprises à voir les aspects ultra générationnels qui existent. Tout ce que je vais dire va forcément ne pas être lié à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. J'aimerais juste vraiment faire une toute petite parenthèse vis-à-vis de ça. Bien sûr que le Covid va changer des éléments. J'étais en contact avec plusieurs de nos entrepreneurs aujourd'hui qui ont eu malheureusement des problématiques de budget qui ont été gelées au sein de l'entreprise. Ils se retrouvent dans des conditions où c'est compliqué pour aller travailler, ne serait-ce que même il y a du chômage partiel, voire du chômage total. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on enlève quelques secondes notre casquette de Covid, mais j'y reviendrai plus tard, et que là, on réfléchisse de manière globale et non pas que sur l'instant présent, mais de manière vraiment générale et globale. Juste avant, et aujourd'hui, juste avant les questions de crise, on va très souvent parler d'intrapreneuriat. Ça n'est pas un terme nouveau. Comme tout terme, et comme on va dire toute mouvance, comme toute mode, il y a des cycles. L'intrapreneuriat, il y a 30 ans, était plébiscité jusqu'à qu'on revienne sur ces thématiques de projets et autres. Aujourd'hui, l'intrapreneuriat est plébiscité pour une raison simple, c'est la fameuse fuite des talents. Vous pouvez lire dans toutes les presses possibles et imaginables les problématiques qui sont liées aux talents et à la manière dont on peut capter et capitaliser des talents au sein de l'entreprise. Donc, j'aimerais passer sur cette partie slide, c'est que l'intrapreneuriat, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien d'inventé là-dedans. C'est juste un terme qui va permettre, en fait, concrètement, de pouvoir définir ce qu'il s'y passe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et puis, il a été vraiment poussé par l'entrepreneur. Pour ceux qui sont de génération beaucoup plus ancienne que moi, c'est simple. L'entrepreneur, il y a 30, 40, 50 ans, dans la plupart des plus grandes écoles où on formait, l'entrepreneur n'était pas considéré comme la voie dans laquelle on voulait aller. Maintenant, c'est le new cool. C'est ce qui se fait de mieux. Donc, intellectuellement, on a pris l'entrepreneuriat et on l'a dévoyé en disant que l'entrepreneur va aller entreprendre au sein des entreprises. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, les chiffres que je suis en train de vous présenter, qui sont sur mon écran à droite, c'est pour ça que je vais tourner de temps en temps la tête, c'est que là, on a des chiffres qui sont vraiment liés à la manière dont on va pouvoir capter des nouveaux talents. Et aujourd'hui, on a poussé beaucoup, il y a de plus en plus d'entreprises qui poussent des programmes d'intrapreneuriat pour aller chercher ces nouveaux talents. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est que 23%, on va dire, des millénials ne sont pas attirés par les grands groupes. 2 fois 2, c'est le nombre de créations d'entreprises. Donc, il y a eu forcément mécaniquement les entités et les personnes qui ont commencé à créer des entreprises qui sont intimement liées au fait que ils ne vont pas rentrer dans les grands groupes et ils ne vont pas aller les rejoindre les rangs des très grosses structures. Il y a une augmentation à peu près des plus de 120% de nombre de freelances et 6% seulement sont les salariés sont activement engagés. Voilà l'une des clés fondamentales de la partie entrepreneuriale. Elle est liée à l'engagement et à la manière dont on est engagé vis-à-vis de l'entreprise. Aujourd'hui, en termes de coaching, j'ai la chance de coacher en entreprise des personnes qui sont là depuis plus de 35 ans dans la même structure. Ce qui, pour un millénial aujourd'hui, paraît complètement insensé. Mais ce qui est assez impressionnant à comprendre dans l'histoire, c'est que, en fait, l'engagement peut être emmené par une manière de pouvoir porter des projets au sein de l'entreprise, notamment quand on est chef de projet. L'intrapreneuriat, je pense que vous connaissez grosso modo la plupart des exemples que je vous avais en face de vous. Il y a énormément de projets qui sont nés sans avoir le terme intrapreneuriat, qui sont nés au sein des entreprises. On peut parler du post-it, la sérendipité dans la manière a été trouver la colle afin de développer le post-it, alors que 3M à l'époque ne cherchait pas du tout d'aller développer un projet comme celui-ci.
Par contre, c'est la force du porteur de projet et du porteur et de l'ingénieur qui a découvert la fameuse colle, qui en fait mécaniquement a créé une nouvelle bulle sur un marché que le troisième ne connaissait pas forcément, et en fait qui a permis d'aller créer une nouvelle business unit et qui a eu le succès aussi retentissant que l'on connaît. Pour les amateurs de consoles, PlayStation. La PlayStation est un pur produit intrapreneurial. C'était d'ailleurs un projet Shadow que portait un des ingénieurs de chez Sony à l'époque. Sony n'était pas du tout concentré et focalisé sur le développement du gaming ou de consoles. Et donc, c'est par un savoir et par une compétence qu'a fait et qu'a mis en œuvre l'un des ingénieurs de chez Sony. Ça repose ici. C'est qu'on a souvent tendance à croire que, étant donné que nous sommes dans une grosse structure et que nous avons un magnifique format A4 avec notre fiche de poste et avec ce qui est marqué à l'intérieur, veut dire que c'est très rare que nous allions regarder ce qui peut se passer à côté en utilisant nos skills, nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être et notre savoir-faire-faire. Ça, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Mais voilà quelque chose d'hyper intéressant qui a été, en fait, sur un projet Shadow que portait un ingénieur, Sony, en fait, à un moment donné, en a fait un de ses piliers de développement. Ça en vient au bottom-up, et donc ça en vient à cette compréhension du terrain. Très souvent, la vision est emmenée, et ce qui est toujours intéressant, puisque c'est le rôle des codir et le rôle des CEO de porter cette vision, mais la vision peut être aussi portée par du terrain et émanée du terrain, et Sony en a un très bel exemple. Virgin Mobile. Mais là, vous êtes en train de me dire, ce sont des best-sellers, ce sont des produits que tout le monde connaît. Ouais. Mais rien qu'à la ruche, il y a des personnes qui ont intrapris au sein de leur entreprise. Combien d'entreprises industrielles aujourd'hui ont complètement changé leur ligne de production et se sont mis à faire des masques pendant le temps du Covid? Imaginez ça, en fait. Juste cette mécanique intellectuelle qui a été, en fait, nous, ce n'est pas notre cœur de métier, mais on a la possibilité et surtout, on a les ressources et des personnes qui vont aller porter. Et ça, c'est vraiment très important. C'est la personne qui va aller insuffler, qui va aller porter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ne repose pas sur le board et sur toutes les entités qui vont gouverner. Et elles ont raison d'être là, et heureusement qu'elles sont là aujourd'hui dans des structures. Mais par contre, la vision peut être portée d'une manière complètement différente et peut être vraiment incarnée par le porteur de projet. Et c'est là où on en vient à l'une des premières différences qui existent entre un chef de projet et un intrapreneur, entre guillemets. C'est la capacité à pouvoir porter concrètement et fondamentalement une vision. Une vision qui est portée par l'entreprise, mais aussi une vision qui est très personnelle, qui est portée par un savoir. Sony, son concepteur, voulait juste développer une console de jeu pour lui-même. Et donc, il n'en a pas créé au départ la vision industrielle, mais il a créé la vision de l'entertainment qu'il aurait voulu lui. Et en fait, mécaniquement, on a créé un marché. Donc, juste si vous regardez dans les différentes entreprises dans lesquelles vous travaillez et ce que vous faites aussi concrètement, typiquement, toutes les entreprises qui ont bougé, regardez la manière et qui a porté les projets de créer des masques au sein de l'entreprise. C'est un premier enjeu pour tous les RH qui sont autour de cette table et autres, c'est comment aller repérer ces types de personnalités. Je pense que le Covid est l'une des meilleures manières de comprendre qui a grosso modo une posture plutôt intrapreneuriale au sein de son entreprise et au sein de sa structure. Donc, voilà pour pouvoir vous expliquer. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour faire un pot avec l'entrepreneuriat, il y a 80% des entreprises qui périclitent au bout de 5 ans. Peu importe la manière dont elles sont portées entrepreneurialement partant. 80%. La première cause et la première risque est ne pas trouver son marché. Donc, ça veut dire d'avoir développé quelque chose, quelque part, qui ne répond pas fondamentalement à un problème. Et deuxièmement, ce problème, même si elle répond à quelqu'un, à combien de personnes va-t-il répondre? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'équipe. La manière dont les associés sont montés avec des visions peut-être ou des points de vue complètement différents.
Et le troisième, et un des gros sujets sur la perte d'entreprise après, derrière, c'est tout ce qui va toucher au financement et tout ce qui va donner de l'énergie et la capacité à aller pouvoir développer le projet à proprement parler. Pourquoi je fais le point avec l'entrepreneuriat? C'est parce qu'en fait, on en vient à un autre point au sein des chefs de projet, des intrapreneurs au sein des entreprises. On en vient à un point qui est fondamental, qui est le droit de se planter. On en vient au point fondamental qui est le droit au sein de l'entreprise d'avoir un projet qui ne trouve pas son time to market, le bon moment pour que le marché puisse acheter le produit ou le service qui va être développé. Imaginez le nombre de projets qui ont été montés que nous ne voyons pas derrière le slide que je vous présente avec le post-it, la console et autres. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de projets qui ne réussissent pas. Comme il y a des milliers et des milliers et des milliers de projets entrepreneuriaux qui ne réussissent pas. La question dans l'histoire, elle n'est pas du fait que ça réussisse, que ça soit une réussite ou pas. La question dans l'histoire, elle est qu'est-ce qu'a appris la personne qui a porté et comment elle va le réutiliser au sein de la structure et au sein de l'entreprise. Donc, si on devrait retirer par rapport à ça, c'est que l'intrapreneuriat aujourd'hui, elle est déjà utilisée ou c'est quelque chose qui est prégnant au sein des entreprises et les chefs de projet sont des intrapreneurs en puissance. Par contre, il y a un deuxième pan qui va en face, c'est que entrepreneur en puissance veut dire par contre être en capacité d'aller trouver des nouveaux leviers de développement au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un intrapreneur aujourd'hui? En fait, au-delà d'être un rêveur, c'est quelqu'un qui va porter la vision. C'est quelqu'un qui a une vision d'un secteur ou d'un marché. Je sais que la console va exploser d'ici 10 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas les capacités à être et à prendre des décisions au sein de mon entreprise, mais par contre, je sais que de le faire et d'industrialiser avec mon entreprise va permettre d'aller beaucoup plus vite sur la prise de position du marché. En fait, c'est quelqu'un qui va aller utiliser la compréhension de son entreprise, donc ce qui s'y passe à l'intérieur. Et il ne faut surtout pas opposer entrepreneuriat et intrapreneuriat. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui va utiliser son environnement et son écosystème. Donc, c'est quelqu'un qui va aller porter une vision et qui va se créer une vision. Et très souvent, beaucoup de chefs de projet ont des visions, mais qui, petit à petit, plus on va avancer, plus vont décliner, qui vont se confronter à des choses qui sont, j'allais dire, beaucoup plus pragmatiques, qui sont, on a toujours fait comme ça dans l'entreprise, ou voici comment on innove dans l'entreprise, il faut passer tel palier à tel moment, à tel endroit. Cette vision, elle doit être constamment être prise et incarnée. Ça, on en viendra. C'est un collaborateur qui fédère. Fédère veut dire aller chercher des ressources au sein de l'entreprise qui ne font pas forcément partie de son aéropage. Beaucoup d'entre vous font partie d'entreprises ou de structures ou d'usines qui ont plus de 100 personnes à l'intérieur. Personne ne peut se targuer de connaître les 100 personnes qui sont à l'intérieur de son entreprise alors qu'il y a fondamentalement un savoir-faire au sein de la structure. Ce savoir-faire, il peut être de plein de choses différentes, une capacité de communication, une capacité ou un savoir peut-être en data ou en big data. Il est peut-être tout simplement d'avoir déjà fait un premier projet ou un POC de la structure il y a 2, 3, 4, 5 ans. En fait, là, on ne va pas aller chercher la compétitivité au sein de la structure, on va aller chercher des personnes qui vont partager les mêmes choses. Le talent sans étiquette, pas forcément un millénial, c'est pour ça que je taquine un petit peu sur cette thématique. Tout le monde, peu importe l'âge, la génération, où est-ce qu'on en est, tout le monde, de par son expérience, peut être un intrapreneur en puissance. D'ailleurs, la plupart, et les recherches qui ont été faites, c'est que les intrapreneurs qui explosent au sein des entreprises ont aux alentours de 40 à 45 ans. Ce qui est pareil pour les start-upers d'ailleurs. On a toujours tendance à encenser des jeunes qui ont monté des sujets comme Instagram ou qui ont monté des projets très très jeunes, mais ils correspondent à 0,2% de ce qui est concrètement le développement d'une entreprise ou d'une structure. D'ailleurs, très souvent, c'est souvent la troisième entreprise qui fonctionne. Donc, imaginez si on reporte ça, et ce qui est le cas, si on reporte ça au sein d'une entreprise, c'est qu'il y a certains projets qui risquent quand même de se frotter à plein de choses, qu'elles soient internes ou externes.
Quand on parle du mindset de start-upper, ça veut dire c'est que la question, il voit les problèmes comme des opportunités. Voilà les problèmes. Je peux donner un exemple d'un intrapreneur avec lequel on travaillait, qui cherchait un FUI. Et donc, étant donné qu'il cherchait un FUI, il ne basait que toute son attention et il n'a passé tout son crédit de temps personnel à pouvoir monter le meilleur dossier pour avoir accès à cet FUI. Sauf que pendant 1 mois et demi d'efforts et de travail, il n'a pas réussi à l'avoir. Ça veut juste dire qu'il s'est retrouvé sans fond. Quand on parle du sans fond, la première chose que la plupart des personnes me disent, si je n'ai pas de fond, je ne le fais pas. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il faut de l'argent. C'est vrai qu'il faut absolument avoir de l'énergie pour pouvoir le faire. Qui vous paye? C'est ça qui est important. Qui paye aujourd'hui l'intrapreneur ou le chef de projet au sein de l'entreprise? Mais il y a d'autres moyens d'aller chercher de l'argent. Cet intrapreneur a regardé ce qui se passait autour de lui, est allé comprendre les mécanismes du crowdfunding et s'est posé la question de savoir comment il pouvait aller faire du crowdfunding au sein de son entreprise. Ça veut dire d'aller chercher des poches de budget de différentes entités, mais au lieu d'avoir la somme qu'il rêvait d'avoir, il a déjà eu moins, donc il a fallu qu'il fasse de manière beaucoup plus frugale. Et deuxièmement, ça a permis d'embarquer. Si vous embarquez les autres entités autour de vous, je vous garantis que si elle met un crédit de 10 000 euros, elle va aller suivre ce que vous faites, comme un investisseur qui va investir au sein d'une entreprise et d'une activité. Quand on parle d'un mindset de start-upper, c'est je n'ai pas d'argent, certes, comment je peux faire de manière frugale? Donc, c'est d'avoir cette réflexion complète, de comprendre intellectuellement la manière dont on va pouvoir peut-être renverser comment on fait habituellement. C'est là où je fais un premier distinguo entre le chef de projet et l'intrapreneur en force. C'est que là, le chef de projet va se dire, OK, là, j'ai plus de budget. C'est soit on se pose la question en disant, j'attends et comment je fais pour continuer à être dans les mêmes clous, ou sinon, comment je peux aller gagner de l'argent ou comment je fais avec moins d'argent. Et d'ailleurs, entrepreneurialement parlant, un investisseur va toujours regarder. Quand il va dépenser 1 euro d'investissement, il va regarder avec combien il va pouvoir sortir. Mais ça veut dire qu'il va falloir lui prouver et montrer qu'il y a un début de traction qui va se créer. Et c'est sur ce début de traction qui est important. D'ailleurs, plus on avance notre projet et plus la traction doit être forte. Plus elle va être forte, plus ça va nous permettre d'avoir des billes en termes de négociation. C'est pareil en interne. Plus vous fédérez de personnes dans votre projet, plus vous allez avoir des manières de traction pour aller travailler votre codir, pour aller travailler les personnes qui gravitent et qui vont graviter autour de ce chargé de projet. Et en dernier, un corsaire passionné. J'aime bien la métaphore du côté pirate, mais pas dans le sens pirate, je fais péter les règles, mais dans le sens pirate, je vais aller essayer d'aller réfléchir différemment et de comment je vais pouvoir aller trouver des leviers de développement autre part. Si vous devez retenir une chose autour de ça, c'est qu'un intrapreneur, c'est un animal politique. Animal politique, ça veut dire qu'il va être capable de composer au sein de son activité, de composer avec tout ce qui va graviter autour de lui. L'une des conditions sine qua non et sur lesquelles nous on travaille au projet Boostart, tout le monde vient avec un projet. Tout le monde vient avec une idée en tête. C'est-à-dire un projet qui lui a été donné par son entreprise ou un projet sur lequel il va être porté par son entreprise. Je voudrais qu'il y ait moins de SAV ou qu'on arrive au 0 SAV. J'aimerais créer une nouvelle ligne de produits au sein de ma structure. Je voudrais créer une joint venture avec cette activité-là afin de pouvoir répondre aux besoins de mon client. OK. La première chose qu'on fait, parce que quand on donne un projet à quelqu'un, on va aller lui donner et lui dire quoi faire. Pour qu'il puisse être incarné et qu'un chef de projet incarne correctement, il faut réfléchir et raisonner sous format de problème. À quel problème vous répondez? À quel problème le projet va-t-il tourner et va se fomenter? Ça, c'est la première question. C'est la question que je pose à tous les entrepreneurs et intrapreneurs avec lesquels je travaille.
À quel problème tu réponds? Très souvent, on vient avec une idée et on vient avec une solution. Cette solution nous a été donnée et elle ne nous est pas incarnée. Le deuxième, c'est quelle est l'ampleur de ce problème? Ça veut dire quel est concrètement, où est-ce qu'on va avoir de l'impact? Aller sur une poche de marché qui fait 50 millions d'euros, ça n'est pas du tout la même chose que d'aller sur une poche de marché qui fait 1 million d'euros. Donc, vous n'allez pas monter le projet de la même manière. L'impact qu'il va y avoir aussi au sein de la structure. Comment on va pouvoir l'utiliser au sein de la structure pour pouvoir faire fructifier en fait un savoir ou une compétence qui a été développée. On doit être à peu près une trentaine ici. Nous avons tous des compétences dans lesquelles nous excellons. Il y en a qui savent déjà, il y en a qui ne le savent pas. Je vous invite, et là c'est ma petite casquette de coach, je mets juste une parenthèse, c'est d'aller réfléchir où est-ce qu'on a de la véritable valeur ajoutée concrètement dans les projets que nous allons porter. Il y en a, ça va être la capacité à communiquer. Il y en a d'autres, ça va être la capacité de fédérer. Il y en a d'autres, ça va être la capacité de mettre en action son équipe. C'est ça qui est très important. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième question sur laquelle répondre. Quel est le problème? Quelle est l'ampleur du problème? Et ma troisième question, qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est quel est votre métier? Lequel est votre métier ne veut pas dire ce que vous faites dans la vie. Lequel est votre métier? C'est le métier de la structure que vous allez monter. Est-ce que vous êtes des designers? Est-ce que vous êtes des producteurs? Est-ce que votre capacité à pouvoir, est-ce que votre objectif il est de développer le produit de A à Z? Est-ce qu'il est aller le chercher sur étagère? Est-ce qu'il est votre capacité à marier des entreprises sous un format joint venture ou autre? En fait, ça va être de répondre à quoi et comment le projet va pouvoir concrètement s'articuler et autour duquel il va s'articuler. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Hein. On va pouvoir. Ça va être vraiment en fait après de pouvoir échanger ensemble. Donc, ça va être de sortir de sa fiche de poste. Ça va être d'aller regarder ce qui se passe en dehors de sa fiche de poste. Qui dit regarder ce qui se passe en dehors de sa fiche de poste va faire dire qu'à un moment donné, il va alors aller dans des secteurs et dans des endroits auxquels on n'est pas forcément habitué. Peut-être par peur de sortir de sa zone de confort. Peut-être par peur de décevoir notre chef en direct. Peut-être par peur de perdre son poste, son salaire. Peut-être par peur de prendre des risques. Et on en vient à une partie fondamentale et ce dont pourquoi on a monté Boostart. Ce que j'appelle moi l'adéquation entre l'homme avec un grand H, le sapiens si vous voulez, et son projet. Vous pouvez regarder et vous pouvez faire une introspection, une petite question personnelle, regarder les projets qu'on porte et regarder les différentes croyances, peurs, craintes, valeurs que nous allons mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, mécaniquement, un projet, il va ressembler concrètement à la personne qui l'apporte. Pour tous les détracteurs d'Amazon, je m'en excuse de cet exemple. La première question qu'on se pose quand on arrive et qu'on a été embauché par Amazon, c'est pourquoi on travaille sur une porte. Pourquoi on travaille sur une porte? Ça veut dire que toute la journée, on va se poser une question et de se demander pourquoi on travaille sur une porte. On travaille sur une porte pour une raison très simple. C'est que Jeff Bezos a compris que ça coûtait moins cher d'acheter 2 tréteaux et une porte plutôt que 2 tréteaux et une planche qui fait bureau. Et ça, vous le multipliez par des centaines et des centaines de bureaux mis dans tous les différents bureaux d'Amazon. Donc, ça transpire une chose, c'est que la personne est très, très, très proche de ses sous, est en capacité et de se dire où est-ce que je peux économiser le moindre centime. Cet exemple, il est juste pour vous montrer qu'en fait, le chargé de projet, l'intrapreneur, lui-même va emmener ses propres croyances au sein de son projet. Et d'où vient le développement personnel et arrive le développement personnel ici.
Le développement personnel, c'est d'aller se confronter à différentes limites sur lesquelles nous allons travailler. La fiche de poste en est un. Le rapport avec sa hiérarchie en est un. Le rapport au contrôle qui existe au sein de sa boîte en est un. Notre manière de pouvoir aller entreprendre et sortir des clous dans la manière de pouvoir annoncer concrètement comment ça va fonctionner. Ça en vient à ce que nous, on appelle le triangle d'or qui existe au sein de tout porteur de projet. Ce triangle d'or, il est premièrement, d'assurer la protection du salarié. Il y a une question qui est liée sur les risques entre un intrapreneur et un entrepreneur. En fait, j'aime trop parler du terme de risque. Parce qu'en fait, le risque, si on prend le terme en tant que tel, est un risque qui va être lié à la vitalité. Le risque est souvent lié à quelque chose de vital. Est-ce qu'on prend fondamentalement un risque quand on va aller entreprendre quelque chose? On va prendre peut-être des risques financiers, on va prendre peut-être des risques dans notre évolution personnelle. Mais en fait, le risque en tant que tel, il est plutôt marginal. Donc, c'est la même chose au sein des entreprises. La protection. La protection, elle est liée au fait de ne pas intraprendre ou monter un projet tout seul au sein de l'entreprise. Et elle se trouve par le fait d'avoir une personne que nous, on appelle sponsor, qui va sponsoriser la personne au sein de l'entreprise. Donc, nous, par exemple, nous ne démarrons pas le projet, ou nous ne démarrons pas un projet au sein de notre programme s'il n'y a pas de sponsor interne. Ce sponsor, il peut être le chef direct, ou il peut être le garant, par exemple, du 4.0 au sein de la structure. Il peut être un des membres du CODIR. Il peut être en fait une personne qui va toucher de près ou de loin et qui va aider et protéger et sortir le parapluie lorsqu'il va y avoir de la complexité qui va se rajouter. Je parlais de développement personnel. Je vous donne un exemple bête. On a tous déjà vécu dans les grosses entreprises, étant salarié, soit de l'avoir fait, j'avoue, de l'avoir fait, soit d'avoir subi de quelqu'un d'autre qui envoie, vous savez, le petit mail du vendredi soir à 17h. Vous savez, celui qui pique un tout petit peu, ou en fait que la personne a mis énormément de temps à écrire, on l'a laissé traîner sur son bureau pendant des heures et des heures pour éviter qu'il ne soit lu que le lundi matin et éviter de se retrouver avec tout le monde qui vienne et qui répondent d'un coup et des milliers de personnes qui sont mis en CC. Par exemple, nous avons aidé un intrapreneur au sein d'un gros groupe, ça N+2, les sommets d'innover constamment, les sommets d'utiliser le digital constamment. Sauf que c'était ça N+2. Et le problème, c'est que son projet tenait une telle ampleur qu'il commençait à y avoir autour de lui, concrètement, il commençait à y avoir des personnes qui gravitaient autour de son projet et qui voulaient le récupérer. Ou d'autres personnes qui le voyaient un petit peu plus briller que lui, qui commençaient à vouloir vraiment saboter le projet. On a dû l'aider concrètement en montant un co-développement avec plusieurs intrapreneurs, et ce sont eux qui se sont donné l'idée, de se demander comment ils pouvaient envoyer un mail à Sign+2 qui les sommait d'aller développer des projets comme celui-ci, tout en évitant de bypasser les personnes qui étaient au milieu des deux strates, mais surtout de les incorporer dans le projet. C'est très trivial ce que je suis en train d'exprimer, mais en fait, c'est comment se donner la permission de pouvoir aller faire des choses qui vont sortir de son champ habituel. Et cette permission, elle se fait à partir du moment donné où on va aller péter les croyances limitantes. Je ne suis pas fait pour entreprendre ce genre de projet. Il faut que je parle aux membres du CODIR. Et alors que je suis incapable d'aligner 3 mots à l'oral et que je me sens mal à l'aise quand je dois aller essayer de convaincre quelqu'un. OK. Comment tu te donnes la permission pour pouvoir le faire? Donc, la deuxième base de notre triangle, c'est la capacité et la possibilité de se donner une permission qui va au-delà de ce qu'il a l'habitude de faire ou ce qu'il a l'habitude de développer. Donc, ce triangle, il est vraiment hyper important et qui en vient à un dernier point qui est un point lié à la puissance. Si on a de la protection interne,
Si on a une partie permission et qu'on se donne la permission de pouvoir faire, on va pouvoir aller concrètement développer notre projet. On va pouvoir aller trouver les différentes ressources qui le font. Pour ça, on va apprendre à se connaître beaucoup mieux. Quelles sont les valeurs qui me portent? Moi, j'ai bossé avec des industriels qui avaient des valeurs de nature très importantes. Donc, des valeurs qui étaient liées à la protection de la nature. Vous imaginez, quand on demande à ce porteur de projet qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas envie de mettre de dynamisme à l'intérieur et qui se retrouve dans une situation où on lui demande de créer une nouvelle structure et une nouvelle entité où on va aller raser un biotope. Voici son point de vue. On n'est pas là pour débattre du point de vue, on est juste là pour comprendre qu'en fait, on a énormément de croyances et énormément de limites qui sont intrinsèquement liées à nos valeurs, à notre manière de porter. Pour aller développer de la puissance, il faut développer sa connaissance de soi-même. Tous les entrepreneurs qui aujourd'hui performent et surperforment sont des personnes qui sont allées confronter leur rapport aux différentes peurs qu'il peut y avoir. Et on a des tendances, grosso modo, à saboter et à s'auto-saboter, ne serait-ce qu'avant même de démarrer. Qui suis-je pour démarrer un projet comme celui-ci aussi ambitieux? Qui suis-je pour aller présenter mon projet au CEO et au Big Boss à San Francisco? Qui suis-je pour aller développer? Nous sommes dans des phases d'identité. Et c'est là où intervient concrètement la partie développement personnel. C'est quelque chose qui a été beaucoup oublié, notamment sur les phénomènes d'innovation. Les innovations sont toujours liées aux personnes qui les portent. Toutes les personnes qui ont développé, et vous pouvez le mettre sur la partie intrapreneuriat, mais on peut aller beaucoup plus loin, la conquête de l'air est un exemple incroyable. Les frères Wright étaient les personnes qui ont réussi concrètement à pouvoir voler les premiers. Cependant, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus de compétences, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus d'argent pour le faire. Cependant, ils avaient quelque chose qui allait au-delà de ça, au-delà du pourquoi. C'est quelque chose que l'on travaille beaucoup, nous, avec nos intrapreneurs, qui est dans la connaissance de soi. Il est aussi d'aller être en capacité de pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir aller soulever des montagnes. Donc, l'intrapreneur, l'entrepreneur ou le chef de projet qui va sortir n'est pas un génie. Ce n'est pas un génie. C'est juste une personne qui va travailler sur elle-même constamment pour savoir où sont ses limites. Soit elle va aller trouver des capacités déléguées dans la manière dont elle va monter son équipe, soit elle va aller travailler sur elle-même. D'où ma connotation très forte liée, et moi, je vous balance ma croyance personnelle autour de ça, c'est qu'il faut se développer personnellement pour porter des projets, qu'ils soient entrepreneuriales, intrapreneuriales, communautaires, associatifs, ONG. Puisque toujours ce que l'on va monter va être une exacerbation de qui nous sommes. Toujours. Et l'intrapreneur ne va pas déroger à la règle. Ça en vient à des derniers points. On pousse constamment à se lancer, à faire des choses qui sont imparfaites, mais à se lancer. On parlait tout à l'heure de peur et de croyance. Tout le monde pense qu'il faut absolument lancer un produit et qu'il soit à 100% parfait. Au 19e siècle, si je voulais monter une entreprise de coton-tige, très simple. J'allais voir autour de moi, je tapais à la porte de personnes qui avaient énormément d'argent, je leur expliquais mon projet de monter des cotons-tiges, je montais l'entreprise, je fabriquais les cotons-tiges et ensuite j'allais les vendre. Le paradigme a complètement changé. Le paradigme a complètement changé, ça veut dire qu'on va aller rentrer en connexion directe avec notre client. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on allait complètement changer et essayer de faire le coton-tige le plus parfait possible. Il s'avère que ça se vend. Les paradigmes ont complètement changé. Nous, on pousse nos chefs de projet et nos intrapreneurs à avoir autant de fonds que de formes, mais cependant à être en capacité d'aller commencer à lever des personnes, de l'argent, de l'énergie en faisant des petits pas tous les jours au quotidien, qui est d'envoyer un mail, qui est de sortir de l'entreprise, qui est regarder ce qui se passe autour de l'entreprise. Je vous donne un exemple très bête. Je travaillais avec un intrapreneur qui faisait un AGV au sein de son entreprise. Cet AGV, en gros, il n'avait pas besoin de moi.
pour pouvoir savoir comment il allait paramétrer et j'allais même jusqu'à dire concrètement savoir où est-ce qu'il allait mettre en place son AGV. Grégor, peut-être précise ce que c'est qu'un AGV pour qu'on te suive. Ouais, alors l'AGV, ça va être en gros, c'est, je vais hyper vulgariser, excusez-moi pour les amateurs d'AGV, mais c'est un robot qui va aller en fait faire des tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée, dans lequel l'être humain n'a pas une grande valeur ajoutée. Si vous avez une autre définition, je suis preneur et je suis toujours preneur d'apprendre plein de nouvelles choses. Sauf que cet AGV, donc ce fameux robot-là, il s'avère que cette personne avait bossé il y a 9 ans dans une autre entreprise qui n'était pas du tout concurrente dans celle dans laquelle il travaillait, où il s'est retrouvé exactement avec la même problématique d'AGV. Juste une seule question lui a permis de faire gagner 3 mois. Est-ce que tu as rappelé ton collègue avec lequel tu es allé et vous avez monté en place l'AGV et ce que vous avez fait avant? Ben non. Ça peut paraître et ça peut faire sourire. Mais en fait, on a une telle tendance à travailler en vase clos quand on travaille dans des grosses structures qu'on a moins tendance à aller voir ce qui se passe autour. Donc, j'en viens à un de mes propos qui est vraiment hyper important. C'est comment on va aller générer et continuer à créer de la curiosité concrètement et dans notre envie d'apprentissage constant et pour aller développer. Parce que si on fait partie des 80% de projets qui ne fonctionnent pas, tout ce qu'on aura appris, mais il aura une valeur incroyable lors du montage d'un autre projet. Donc, là, j'en viens à un appel, parce que je croise beaucoup d'intrapreneurs et beaucoup de chefs de projet qui sont épuisés, fatigués, parce qu'on n'a pas débranché le projet. Pour tous ceux qui sont chefs de projet, il faut être capable de dire stop, on arrête. Le marché n'est pas présent. Il n'y a pas de besoin. On s'est planté, je me suis planté. C'est très important. Le deuxième, c'est pour tous ceux qui gèrent des chefs de projet. Vous savez, c'est la petite question de fin de réunion. Alors, comment ça se passe avec le projet X? C'est une question qui paraît bête, mais en fait, on parle beaucoup de charge mentale, mais en fait, ça crée une charge mentale constante. Si le projet ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Il faut juste, à un moment donné, en tirer les conséquences, en tirer les leçons et derrière, savoir comment le réinjecter. Je ne suis pas en train de dire que personne ne le fait. Je suis juste en train de dire qu'en fait, par contre, c'est ce constat principal, c'est l'un des constats les plus forts sur lequel nous sommes basés, qui est de faire un go ou un no-go à la fin de notre programme. Ce go ou ce no-go, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour le porter? Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir le développer? Est-ce que le marché est fondamentalement mature? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'on répond vraiment à un besoin? Et il faut faire attention au syndrome de Kodak, qui est la compréhension, même si on est leader sur un secteur, d'avoir cette fameuse compréhension de se dire on comprend notre marché. Et il est d'aller vraiment, et ce go ou ce no-go, il est intrinsèquement lié à la réponse du client. Est-ce que mon client va acheter un produit, un service de cet ordre-là? Est-ce qu'il va le prendre et est-ce qu'il va l'acheter? Oui, non. Et là, on en vient vraiment à cette partie de fin de chargé de projet. Nous, on a des personnes qui sont arrivées dans le programme qui étaient chefs de projet et qui sont sortis intrapreneurs. Et qui en fait se sont battus au sein de leur entreprise pour devenir, par exemple, monsieur ou madame, monsieur ou madame, je maîtrise totalement tout ce qui est réalité virtuelle et réalité mixte au sein des RH. On a des personnes qui se sont battues pour devenir monsieur ou madame, une personne capable de pouvoir monter une école pour mieux former sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des collaborateurs, qui n'est pas juste qu'une entrée en matière. Et ça, on parlait de rétention au tout départ, et ça a une valeur incroyable. Parce que cette valeur incroyable, elle est pour l'entreprise et elle est pour soi-même. Elle est pour le collaborateur qui va apprendre énormément de choses, peu importe le résultat dans lequel il va se retrouver à la fin. Et donc, ça va être des nouveaux skills. Et deuxièmement, pour l'entreprise. Parce qu'un entrepreneur, un intrapreneur, pardon, c'est quelqu'un qui va s'aligner avec la vision de l'entreprise, avec sa vision personnelle et ses valeurs,
et avec les besoins du marché. Et c'est cet alignement-là sur lequel il faut constamment continuer à travailler et sur lequel il faut constamment continuer à les développer et à les chercher. Donc, ça en vient aux 4 grands axes de développement du travail d'un entrepreneur, c'est le savoir. Quelqu'un qui s'arrête d'apprendre au sein d'une entreprise va se dévitaliser. Donc, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre pour aller développer son objectif. Pour un chef de projet, c'est qu'est-ce que je dois apprendre. D'ailleurs, les personnes que je coach et que j'ai la chance de coacher et qui ont 30-50 boutiques sont constamment en termes d'apprentissage et continuent ne serait-ce que même à apprendre. Et ça, c'est intéressant de savoir comment on peut continuer à nourrir cette boucle de feedback pour le chef de projet. Ensuite, on a le savoir-être. C'est quels sont les différents comportements. Comment je peux progresser en termes de prise de parole en public. Comment je peux aller trouver des pitchs qui vont tout de suite aller marquer la personne ou faire monter des gens qui vont partager les mêmes valeurs que moi dans l'équipe ou partager des sujets qui sont similaires. Donc, le savoir-faire, les processus et les modes opératoires qui doivent être maîtrisés ou maîtrisés par les membres de l'équipe et le savoir-faire faire. Qu'aujourd'hui, on est en train de radicaliser vraiment concrètement que sur des phases complètes de management. Mais en fait, l'intrapreneur va devoir aller manager son équipe et va être un animal politique qui va aller manager son environnement. Donc, ça veut dire d'aller chercher les bons leviers au bon endroit, au bon moment. Pour finir, et après, je prendrai des questions. Pour finir, en fait, pour ceux qui veulent des outils, honnêtement, vous tapez Lean Startup sur n'importe quel site, vous allez avoir toute la documentation de personnes qui sont hyper spécialisées dans ces techniques et dans ces thématiques. Vous n'aurez pas besoin de moi pour aller développer un truc comme ça. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est la mise en œuvre et en application concrète du développement du projet et de faire des pas pour pouvoir y aller. Et c'est-à-dire, nous, on a vu des intrapreneurs aller faire des interviews de personnes qui vont les aider à avoir une compréhension beaucoup plus forte de leur sujet. On a vu des intrapreneurs aller revoir d'anciens collègues pour comprendre comment ils avaient mis en œuvre certains sujets et certaines thématiques, et d'autres qui ont mis en place des groupes de travail de leur propre chef, et cela sortait de leur fiche de poste. Donc, si j'ai un enjeu à faire, c'est que si vous êtes en posture d'aider, c'est d'aider à faire des petits pas et surtout d'aider la personne à voir la manière dont elle a cadencé ce qu'elle apprend et dans la manière dont elle avance. Et enfin, c'est aussi très important, c'est que on ne pourra pas faire avancer un porteur de projet si le projet n'est pas en adéquation avec qui elle est. Vous aurez beaucoup moins de performance. Donc, c'est déjà arrivé que nous avions des porteurs de projet qui sont partis. Ils sont partis de l'entreprise. Où ils sont partis de postes dans lesquels ils avaient, où ils se sont dit que ce n'était pas la bonne place où ils sont. Et c'est très désagréable de se retrouver dans cette phase-là. Très désagréable pour tout le monde. Cependant, il est beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un qui s'éclate dans quelque chose qu'il met en œuvre pour le bien de la société, pour son bien personnel et surtout pour le bien de son client final. Parce qu'en fait, en fin de compte, on est toujours client de quelqu'un. Et comme on est client de quelqu'un, l'intrapreneur et le chef de projet, son objectif, il est de contenter ce client et vraiment de le comprendre de manière hyper fine. Voilà grosso modo l'apprentissage qu'on a pu faire vis-à-vis des différents intrapreneurs. Voilà ce qu'on a pu vivre, nous, aujourd'hui, avec les programmes. Donc, pour finir, nous, le Boostart, c'est vraiment un programme de 3 mois cadencé pour travailler sur ces deux phases. Une phase très simple qui est le savoir. On parle de Lean Startup, on parle de mise en œuvre, donc on va utiliser des outils qui fonctionnent. Mais un outil ne reste qu'un outil. S'il n'est pas mis en œuvre, on pourra faire ce qu'on veut. On peut donner la plus belle des recettes. Vous mettez Cyril Lignac en face de moi avec exactement les mêmes ingrédients. Et je vous garantis qu'à un moment donné, ça va ressortir beaucoup mieux de son côté. Il va y avoir un meilleur goût. Mais pas parce qu'au-delà de cette question, c'est l'expérience. C'est d'avoir testé, c'est d'avoir fait un pas et d'avoir testé concrètement. Et donc,
au-delà de cette métaphore filée culinaire, c'est juste ce qui est important, c'est la mise en œuvre et de continuer les petits pas constamment, quotidiennement, afin de pouvoir développer et monter le projet, notamment sur la partie chef de projet. Et ça, le dernier point, donc comme je viens de le dire, c'est le développement personnel, qui est sur un point d'orgue très simple, c'est on produit un service ou un produit en une journée de travail. Il est complètement imparfait. Cependant, on a embarqué des personnes. Deuxièmement, on a produit quelque chose qu'on va pouvoir aller montrer à notre client pour qu'il le teste et qu'on itère dessus. Et troisièmement, on va aller voir si on répond fondamentalement à un problème. Et nous, on appelle ça un marathon, c'est une journée complète de travail. Et là, on va aller vraiment concrètement aller produire le produit ou le service de différentes personnes. Voilà, il va nous rester un petit peu de temps pour répondre aux questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Il n'y en a pas trop, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas énormément de gens qui sont partis. Donc, je pense que ça a plutôt intéressé. Sans problème pour avoir vos retours. Si vous avez différentes questions, je serai très heureux de pouvoir vous répondre, tout simplement. On peut peut-être, merci Grégoire, pardon, merci pour ce propos. On peut peut-être réinterpeller les personnes qui avaient des attentes particulières en début de séance, qui avaient laissé des petits commentaires à l'écrit, par exemple. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à ce que vous cherchiez? Est-ce qu'on peut approfondir sur certains points? Je pense notamment à la question sur la gestion des risques entre l'intrapreneur et l'entrepreneur qui a été posée par Christelle. Alors, moi, j'ai un rapport très particulier au risque. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le risque en tant que tel, on a toujours tendance à croire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Certes, il va emmener son aéropage et il va emmener ses personnes autour de lui. C'est pareil en intrapreneuriat. Parce que forcément, si vous sortez de votre zone de confort, et les personnes vont avoir tendance à irriter d'autres personnes dans la structure dans laquelle ils vivent. Et donc, on va marcher sur des plates-bandes de personnes qui ne veulent pas forcément qu'on marche sur leur plate-bande ou sur ce qu'ils font habituellement ou sur des chasses gardées sur lesquelles travailler et autres. D'où le format d'animal politique. Cependant, pour moi, un risque concrètement, c'est la BRI qui rentre dans une scène de prise d'otage. Là, on est vraiment sur un risque qui est fondamental. Donc, en fait, c'est d'arriver aussi un peu à désémotionner ce qu'est le risque concrètement, parce que la plupart des peurs qu'on va emmener et que nous, on va mettre sous la définition de risque, ce sont des extrapolations. Tiens, si j'envoie ce mail vendredi soir à la chef et que mon chef le lit et machin. D'ailleurs, la petite anecdote, la chef qui a lu le fameux message lui a répondu dans les 5 minutes. Son problème a été réglé en 4 minutes. La personne a été dans sa réflexion intellectuelle pour envoyer ce mail, l'a été pendant 2 semaines. Vous imaginez en fait le temps perdu et l'énergie perdue jusque de la peur, qui peut être considérée comme un risque, de se voir un refus, un non, ou de se voir faire remonter les bretelles par quelqu'un qui n'aime pas ou qui ne voudrait pas que vous lui piquiez son poste. Alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, j'en viens à la sujet de la gestion du risque. La gestion du risque, elle vient sur notre capacité à comprendre quelles sont les différentes peurs, à se mettre en face, à se regarder cette peur et se dire, OK, de quoi tu risques? Qu'est-ce que tu risques concrètement? Et d'aller jusqu'au bout, Et en fait, à un moment donné, on se rend compte que c'est quelque chose que nous avons fomenté et quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce à quoi l'on pense. En coaching, on appelle ça un biais cognitif. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui, en espérant que ça a répondu à ta question. Bien sûr mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, l'être humain et le cerveau est une balance entre le plaisir et la douleur. Et des fois, on va devoir prendre des décisions qui sont douloureuses pour plein de choses et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, la mécanique, c'est qu'elles vont se choquer par rapport à nos valeurs personnelles. Et donc, c'est ce qui va créer de la douleur. Mais des fois, on préfère être et rester longtemps, donc ça veut dire
attendre 2 semaines avant d'envoyer un mail, donc d'être dans une petite douleur mais fine et aiguë, que d'y aller d'un coup sec et de se dire que ça va mettre un gros pic et ça va redescendre. En fait, c'est ça qui est vraiment important. Je vous donne cet exemple parce que je le trouve vraiment, vraiment accablant parce que pour lui, c'est dommage parce que c'est 2 semaines de charge cognitive et mentale qui, en fait, n'est pas mise au service de son projet. Alors, il a pris le temps de réfléchir et son sujet a été fait et a été balayé. Mais il ne faut pas oublier une chose. À partir du moment donné où vous sortez du cadre, on va être critiqué. Donc de toute façon, à partir du moment donné où quelqu'un va aller développer un projet ambitieux au sein d'une entreprise, il va être critiqué, c'est sûr. C'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que, d'où le sujet de la protection. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que la critique, elle peut être constructive. Et que, bon, après, ce ne sont que des représentations de l'autre personne. Et je n'entrerai pas dans ces détails-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que vous pouvez exprimer à l'oral comme à l'écrit. Hein? Que vous pouvez exprimer à l'oral comme à l'écrit. Ah, j'ai cru que tu disais ça. Bon. Et pour, juste pour finir, si tu parles d'oral et d'écrit, et nous, on met un point d'honneur à faire que les gens et que les personnes avec lesquelles on travaille soient en capacité de pitcher ce qu'ils font et d'exprimer ce qu'ils font. On a beaucoup d'ingénieurs et là, je fais un gros biais cognitif et je caricature à fond et j'assume, mais j'ai beaucoup d'ingénieurs qui arrivent et qui sont incroyables techniquement, mais incroyables. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils font. Et c'est dommage, parce que si on n'arrive pas à exprimer ce qu'on fait, c'est-à-dire ça va toujours rester la phase invisible de l'iceberg. Et la phase invisible de l'iceberg, si ce n'est pas mis au service de fédérer des personnes, eh ben, on peut faire les plus belles recherches, on peut être le plus calé et autres. Et là, ça peut avoir un vrai déclic. Et je vais dans l'autre sens pour les plus grands communicants. On a des personnes qui communiquent extrêmement bien, mais qui derrière ne mettent pas en œuvre et ne délivrent pas. Et en fait, c'est d'arriver à trouver cette juste balance qui est dit en entrepreneuriat de manière très vulgaire, c'est fake it until you make it. Ça veut dire fake it, ça veut dire d'aller montrer la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre client, mais votre produit, il n'est pas fait. C'est comme si je vous vendais aujourd'hui un coton-tige et que derrière, il n'était pas encore fait, mais par contre, vous allez participer au montage de l'entreprise qui va vous vendre des cotons-tiges. C'est tout un enjeu entre les deux, d'être en capacité de pouvoir travailler sur ces deux choses-là, puisque tout être humain, toute pensée, tout sujet démarre d'une pensée. Et donc, si elle démarre d'une pensée, après, elle va être faite par une action, pas, mais elle va être faite par une action. Et donc, c'est toujours d'aller développer ça. Et donc, Elon Musk veut aller marcher sur Mars. Bon, il fait ce qu'il veut, mais ça part d'une pensée. Il veut aller marcher sur Mars. Donc, il va aller, et quand il va l'annoncer au public ou sur Twitter, eh ben, il y a toutes les personnes qui rêvent d'aller sur Mars ou d'aller développer, qui vont dire « Hey Elon, moi je sais faire ça, j'aimerais travailler avec toi. » Alors, quel est le planning des accompagnements Boostart, période, durée, organisation? Accompagnement Boostart. Donc, le prochain, si je ne dis pas de bêtises, Noémie, tu m'arrêtes, ça sera grosso modo, je pense, mi-septembre. Ça dure 3 mois. Conditions d'accès, c'est une demi-journée plus une demi-journée de travail, une demi-journée en présentiel, pour l'instant, donc en présentiel, et donc plus une demi-journée de travail, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais si la personne n'a pas de temps pour travailler sur son projet, ça fera un flop. Donc, nous, on vient pour être garant et d'aligner l'entreprise avec le porteur de projet et surtout son sponsor interne. Et ensuite, la deuxième partie, donc je viens de le dire, 3 mois. Et l'autre sujet, c'est d'arriver déjà avec un projet, mais d'être en capacité de remettre en question la problématique sur laquelle la personne travaille. Donc, cette ouverture d'esprit, elle doit être autant par le sponsor que par la personne en interne. Et c'est pour tous les chefs de projet. Et d'ailleurs, nous avons des intrapreneurs qui sont sortis du programme en étant chefs de projet. En fait, c'est une logique entre les deux qui est, des fois, j'ai besoin d'être complètement dans les clous et de faire exactement ce que me demande l'entreprise. Et c'est OK avec ça. Et c'est tout autant que de dire, en fait, je ne pense pas que l'entreprise va dans le bon sens sur cette thématique-là ou ne répond pas à la problématique de mon client. C'est comment je sors un peu du cadre pour aller pousser de nouvelles choses. Et donc si on démarre, ça va être en septembre.
mi-septembre prochain. Et c'est des promos qui vont entre 4 à 6 personnes, inter-entreprises, puisque tout le monde vit la même chose, peu importe l'entreprise dans laquelle il vient. Là, pour le coup, c'est industriel. Tout le monde vit la même chose en tant que chargé de projet et entrepreneur. Et c'est incroyable, c'est fou de voir le roller coaster émotionnel et la manière dont des chefs de projet d'autres entités peuvent travailler ensemble. En espérant que ça ait répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quel est le niveau de maturation requis pour l'entrée? Nous, on part vraiment à vraiment grand max. Enfin, au tout démarrage, c'est minimum. C'est déjà une phase d'idée. Enfin, vraiment, l'idéation est vraiment faite. Et ensuite, on est juste avant la proposition de valeur. En fait, on arrive avec quelqu'un qui a une proposition de valeur à faire à son client, interne ou externe. Mais cette proposition de valeur, elle demande à être challengée. On arrive là. Et on peut aussi arriver pour les amateurs de projets, de POC, donc de Proof of Concept. Et on arrive au Proof of Concept, grosso modo, au bout des 3 mois. Voici à peu près la partie, le niveau de maturation. Et là, on vient d'accueillir notre premier projet, j'allais dire Bitet. Bitet, c'est une magnifique néologisme Bitet, avec 2 entreprises, 2 porteurs de projets de 2 entreprises distinctes, mais qui travaillent ensemble pour aller monter un projet commun. Ils ont des savoir-faire tous les deux incroyables dans leur domaine et en fait, ils vont aller développer pour aller chercher de nouveaux clients ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, on va autant mais on travaillera toujours sur le porteur de projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le porteur de projet. Bien sûr que la réussite du projet est importante, mais pour nous, c'est le porteur de projet parce que même s'il ne marche pas, ça sera une valeur incroyable pour l'entreprise derrière. Et pour répondre à toutes ces questions sur le programme Boostart en tant que tel et puis avoir des retours d'expérience sur ces chefs de projet intrapreneurs qui sont passés dans les mains du programme, on imagine avoir une conférence, enfin une intervention de ce type-là sur un temps de midi avec les alumni et certainement début juillet, certainement le 9. Donc, on vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux. Et d'ici là, s'il y a des questions un peu précises, un peu pointues, je pense que Grégoire, avec ton accord, on pourra communiquer un moyen de te contacter et de la même façon, vous donner les moyens de contact de la ruche, même si j'imagine qu'en étant là, c'est que vous avez déjà un moyen de nous retrouver. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'ici là et à pousser ce genre de questionnement sur le programme Boostart en tant que tel. Si d'autres questions ou sur des éléments clés ou des éléments, tu parlais du Lean Startup, Grégoire, si tu as des contacts ou des références particulières, précises, qui te semblent les plus pertinentes, voilà, qu'on puisse éventuellement les retransférer en même temps qu'on vous informera de la mise en ligne du replay de cette conférence. Voilà, c'est toujours intéressant pour aller plus loin dans les propos qui sont abordés de façon finalement très courte sur ces temps de midi. En fait, pour les plus académiques d'entre vous tous, tout ce qu'on fait émane de Philippe Silberzan, enfin, de ses recherches académiques autour de l'effectuation et après toutes les thématiques liées autour du Lean Startup. Moi, pour l'avoir vécu en tant que start-upper, mais aussi pour l'avoir vu sur des entités comme l'EM, mais aussi on va dire des plus gros accélérateurs et des plus gros accélérateurs industriels avec lesquels j'ai eu pas mal d'échanges. Donc, voilà, on pourra mettre, pour ceux que ça intéresse, on pourra mettre plus de liens. Est-ce qu'il y a encore une question ? Vous avez fait le tour de ce que vous vouliez lever comme problématique ? Ça a l'air. A priori, oui. Et ben, merci à tous pour votre présence, votre participation. N'hésitez pas si les choses viennent après coup. Et puis, merci Grégoire pour cette intervention. Toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés à la ruche. À bientôt. Bon après-midi à tous.